j'ai pas encore inventé le... Ah. Bonsoir et merci d'être là. Il y a encore plein de nouvelles têtes ce soir, je vous en remercie encore et j'espère que du coup ce sera à la hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, oui, non, la pression elle est pour nous, pas pour toi. Toi, on sait que c'est Kali, on aime bien. Noémie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Devox. J'étais son gilet rouge l'année dernière. Donc voilà, il y a un des deux sujets que j'ai un petit peu vu et puis l'autre, je vais le découvrir avec vous. Donc merci beaucoup à toi, Noémie, de faire tout le trajet parce qu'en plus, a priori, tu t'es levée avant 6 heures. Donc merci pour ça. TEDx, j'ai bien que tu passes. TEDx, on est... oui, du coup, merci. On est une petite association qui présente tous les mois des sujets autour de l'agilité, du DevOps, mais pas que. Pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, vous voyez bien qu'en fait, on ramène essentiellement des gens et des sujets qui nous plaisent. Donc, ça peut beaucoup varier. Ça peut être très technique comme un petit peu moins. Donc voilà, ça faut regarder un petit peu. Nous, les inscriptions, ça se passe sur Eventbrite. Donc, il faudra un peu checker. Juste à savoir quelques précisions. La séance sera filmée, photographiée, mais toujours, pour les participants en tout cas, de dos. Est-ce que ça vous dérange d'être possiblement sur les réseaux sociaux, Blue Sky, Twitter, LinkedIn? Et je crois qu'il nous a rajouté un Insta, Stéphane. Ah bon? Il est trop fort. Bref. Et une collation sera proposée après la présentation. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour rester après? Pour savoir le nombre de pizzas. 1, 2, 3, 4... Une demi-pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tu restes quand même. Voilà. Du coup, un grand merci à nos sponsors parce que c'est grâce à eux que tous les mois on existe depuis maintenant 5 ans et demi, y compris pendant le confinement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est eux qui nous permettent de faire venir les intervenants et intervenantes, de vous payer les pizzas aussi. Un peu de coca, c'est moins bien, mais bon. Et puis aussi, donc ça c'est pour Apsitop et Asensi, et puis aussi un grand merci à MAM qui en fait nous prête les lieux gratuitement une fois par mois. Donc ça c'est très très chouette. Et en plus ils sont trop sympas et ils nous font de la bonne pub. Ça c'est le calendrier. Alors c'est assez fourni, ce qui arrive à Tours. Si vous aimez les conférences, si vous aimez discuter avec les gens, si vous aimez aller boire des bières aussi. Vous avez le French Produit qui propose aussi un atelier IA. Alors, dans une brasserie, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je suis très curieuse, donc je vous invite à aller voir. La FUP Tour, les inscriptions se font sur Meetup. Le 24 mars reçoit Robin Maréchal et Florian Montalbano pour 2 sujets, un autour de Grafana et un autour des MOOC sur Mokun. Nous, alors attention, Eventbrite a changé de logo. Et on reçoit du coup le 8 avril un Tourangeau, fier d'être à Tours, Valentin Mertens, qui va nous parler d'un sujet autour de TaxFile. On n'a pas encore tout le détail, mais vous l'aurez sur Eventbrite. Peut-être plus le 15 avril, peut-être le 22 avril, il y aura le TCC, le Touran Computer Club. Généralement, je ne l'ai pas mise, mais ça se passe au Crafty. Mais comme on n'est pas sûr de la date, on n'a pas forcément... tout mis. Ça, c'est plutôt sur leur page LinkedIn qu'il faut suivre, parce que je ne sais plus sur quoi. Si, c'est ça, c'est ni Meetup, ni Eventbrite. Ils sont sur Eventbrite. Eventbrite aussi? Ouais. Ok. Et puis nous, on a la chance de pouvoir refaire un BOF à Devox. Un BOF, c'est un Bird of Feathers, c'est un espèce de Meetup pareil qui a lieu le jeudi soir, généralement. Pendant 1 heure, on va parler et échanger de sujets autour des Meetup et des conférences. Donc voilà, pour ceux qui ont la chance de pouvoir monter sur Paris le 17 avril. Ça, c'est nous. Et nous, viens devant la caméra. Ça, c'est nous. Et en plus, ce soir, il y a Cédric qui joue Stéphane Philippa, qui est actuellement à Londres et qui est complètement désolé. Et du coup, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on l'appelle et qu'on lui fasse un petit coucou. Parce que quand même, c'est lui qui faisait justement tout ce qui était montage habituellement. Et là, tout repose sur mes épaules. Et c'est l'enfer. Donc voilà, on va juste lui faire un petit coucou. Parce qu'il est vraiment désolé de ne pas être là. C'est son truc lié en plus à OVH Cloud, il en fait. Allô? Oui, Stéphane Spielberg, c'est ça? Est-ce que tu peux dire bonjour à tout le monde? Bonjour tout le monde. La salle est bien remplie. On va lancer Noémie bientôt. Il y a Cédric qui a fait un boulot de dingue. Ah bon? Merci Cédric. et qui va continuer. Donc voilà, tu es un petit peu avec nous.
Super, merci beaucoup. Désolé de ne pas être là encore et très bonne soirée. Merci, on te garde de la pizza. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Ça sera un peu dur. Hein. Mon Dieu. Donc merci beaucoup Cédric, parce que Stéphane n'est pas là. Et moi, je ne peux pas parler de choses lourdes, voilà, momentanément. Donc c'est lui qui a tout mis en place. Donc un grand merci. Le petit jeu. Ça me Pokémon Go. Voilà, Pokémon Go. On a des choses à collectionner. Alors ce soir, ce ne sont pas des badges, tout simplement parce qu'ils ont décidé de rester sur mon bureau chez moi. Du coup, ce n'est pas grave. Si vous êtes intéressés, l'idée, c'est de faire participer les gens au maximum sur la région de Tours dans tout ce qui peut être meet-up, association, enfin bref, les conférences comme Torrentech aussi. Donc, à chaque fois qu'on est quelque part avec Stéphane, on prévoit des badges différents et à vous de les collectionner. Et peut-être qu'à la fin, celui ou celle qui en a le plus pourra gagner sa place à Torrentech l'année prochaine. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire vivre les assos du coin. Donc là, ce ne sera pas un badge, ce sera un petit autocollant. Et vraiment, je prendrai vos coordonnées pour que la prochaine fois, je vous en donne, parce que je vous jure qu'ils sont magnifiquement bien faits. C'est moi qui les fais. Et donc voilà, le top score, il y aura aussi d'autres lots de consolation, mais l'idée, c'est de voir un maximum. Et je laisse enfin la place à Noémie, j'ai pris beaucoup la parole. Je vais juste faire une petite pause sur la vidéo et on va te brancher. Alors, c'est parti, on va voir si la télécommande va bien marcher. Ouais, l'inclusivité dans l'IA et dans les interfaces. Donc, comme l'a dit Fanny, en fait, moi, c'est deux sujets, c'est deux talks que j'ai un peu concaténés sur la même présentation, mais qui ont un peu le même fond. C'est l'inclusivité, en fait, l'inclusion donc, dans les interfaces et dans l'IA, sujet du moment. Je me présente rapidement. Je m'appelle Noémie, je suis senior product designer, donc ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je viens de Bordeaux, c'est loin, et je travaille actuellement dans une ESN. En termes de sujets de conférences, j'aime bien parler d'inclusivité, de design, d'UX et d'agilité. Et en termes de périmètre d'intervention dans mon métier, moi j'interviens de la stratégie, donc vraiment au début des projets jusqu'au delivery avec les développeurs. Donc j'interviens un peu tout le long des projets et je rencontre pas mal de choses différentes et de problèmes d'inclusivité notamment. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi parler d'inclusivité? Alors, aussi pourquoi je parle d'inclusivité? Premièrement, parce que c'est un sujet pour moi qui est important, c'est un sujet sociétal. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est juste pas possible qu'il y ait des gens qui soient encore exclus. Donc voilà, c'est un sujet que je porte. Je le porte dans beaucoup de mes conférences, je m'en suis rendu compte. Pas tout à fait frontalement où je mets le mot inclusivité, mais en fait j'ai une autre conférence où je parle de design et en fait je dis que elle est un peu exclue de l'agilité. J'ai une conférence aussi sur les femmes dans la tech en fait qui sont speakeuses et j'explique justement en fait pourquoi il n'y en a pas beaucoup, donc voilà pourquoi elles sont exclues de ce milieu-là. Donc je me suis rendu compte qu'au final l'inclusivité c'est un peu le moteur de la majorité de mes conférences. Alors le premier sujet, c'est comment inclure l'inclusivité dès les premières étapes de conception d'un service ou d'un produit digital. Alors, on va revenir sur les bases. Qu'est-ce que c'est l'inclusivité? Donc l'inclusivité, c'est un terme qui va signifier d'inclure tout le monde sans exception. Donc vraiment, on n'exclut personne. Parce qu'en fait, l'exclusion, on va pouvoir la trouver par rapport à la couleur de peau, la validité, la religion, l'orientation sexuelle, la classe sociale, la nationalité, la langue, le genre, les particularités physiques et bien d'autres. Donc, par rapport à la couleur de peau, vous savez, c'est le racisme. On peut avoir, par rapport à la validité, c'est le validisme. On peut avoir aussi la classe sociale, c'est le classisme. Donc, c'est vraiment faire de la discrimination par rapport à sa classe sociale. Et plein d'autres que je n'ai pas cités, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. La question que vous pourriez vous poser à ce stade, c'est comment il est possible de ne discriminer personne dans un projet digital. Donc, comme le dit Microsoft, concevoir de manière inclusive, ça ne signifie pas que vous faites une chose pour tout le monde, mais que vous concevez une diversité de moyens pour que chacun et chacune puisse participer à une expérience avec un sentiment d'appartenance. Donc vraiment, le mot à retenir pour moi, c'est l'appartenance, parce que vraiment, l'idée, c'est de se sentir inclus. Quand je parle d'accessibilité, quand je parle d'inclusivité,
je me retrouve souvent à expliquer la différence avec l'accessibilité parce que en fait, c'est des sujets qui sont assez proches, mais pour moi qui sont quand même différents. Le gouvernement français, il définit l'accessibilité numérique comme consistant à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. En France, l'accessibilité repose sur un référentiel strict, c'est le RG2A, ça a été mis en place par le gouvernement, il y a vraiment des règles et des sanctions. Et c'est les administrations publiques et les entreprises privées d'une certaine taille qui sont dans l'obligation de rendre leurs services numériques accessibles. Pour être honnête, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le font correctement, entièrement, qui sont 100% conformes. Et du coup, là, ils ont un peu, resserré la vis et commencent à mettre les sanctions, à pointer du doigt. À savoir que la loi sur l'égalité des chances, elle date de 2005. Je vous laisse compter 2025, ça fait un moment et pourtant aujourd'hui tout le monde n'a pas la même chance de pouvoir utiliser les services numériques. A contrario, l'inclusivité, en fait, il n'y a pas de référentiel, c'est pas réglementé. C'est vraiment au bon vouloir de chacun et de chacune de le prendre en compte dans la conception de son service ou de son produit digital. Alors, il est possible d'être accessible sans être inclusif. Donc là, je vous ai mis en exemple, c'est un champ, c'est dans un formulaire, vous avez le genre qui est obligatoire et on demande à la personne si c'est un homme ou une femme. En termes d'accessibilité, on va se dire que le contraste est suffisant. Le formulaire, il est codé pour supporter les lecteurs d'écran et il est aussi codé pour supporter le zoom. Donc accessibilité, on est bon. En termes d'inclusivité, en fait, le champ, il va exclure toutes les personnes qui ne sont pas ou ne se sentent pas binairement homme ou femme. Donc, et en plus, cette information, est-ce qu'elle est réellement nécessaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir le genre de la personne dans le formulaire que j'ai construit? Ça ne va pas empêcher la personne de remplir, d'utiliser le produit, de remplir le formulaire, mais ça va quand même provoquer une gêne, un sentiment de non-appartenance. Parce qu'en fait, on est en train de la confronter à faire un choix et à quelque chose qu'elle n'est pas et qu'elle n'a pas envie d'être. Si elle est non-binaire, en fait, elle n'a pas envie de dire tu m'obliges à cocher l'une des deux cases, c'est pas cool pour moi. Et ensuite, on peut aussi être inclusif, mais pas accessible. Donc, l'écriture inclusive avec les points médians, donc exemple utilisateur, point médian, RIS, c'est pas accessible parce qu'en fait, ça peut rendre la lecture difficile pour les personnes dyslexiques. C'est pas bien supporté actuellement par les lecteurs d'écran, donc pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel. Et ça peut aussi complexifier la lecture pour les personnes qui ne sont pas pleinement à l'aise avec le français. L'inclusivité et l'accessibilité sont deux notions, certes différentes, mais liées. Donc, comme le dit l'entreprise 99 Design, le design accessible tend à être l'un des éléments du design inclusif, car les deux visent à atteindre le même objectif, à savoir créer des produits adaptés à un large éventail de personnes. Donc la question qu'on pourrait se poser, en fait, mais pourquoi être inclusif? Donc moi j'ai envie de dire, je suis designer, je pense aux utilisateurs, c'est de l'éthique, c'est de l'empathie. Moi j'ai envie que tous mes utilisateurs, toutes les personnes, elles aient accès à mon produit et qu'elles puissent l'utiliser et qu'elles sentent un sentiment d'appartenance. Donc on aura le bien-être des utilisateuristes. Effectivement après, côté business, pour convaincre, j'ai envie de dire, c'est plus pour gagner ou fidéliser des clients et aussi augmenter le chiffre d'affaires parce qu'en fait les clients, ils peuvent se détourner d'une marque parce qu'il va ne pas être inclusive ou qu'il va tenir des propos clairement exclusifs. Il faut vraiment voir l'inclusivité comme un investissement plutôt qu'un coût, en tout cas. En termes de chiffres, donc la prise en compte des besoins de l'ensemble des utilisateuristes pendant la conception d'un produit ou d'un service, donc ça c'est des sources de Fairplexion, c'est plus 25% d'amélioration de la satisfaction, c'est plus 40% d'augmentation des recommandations positives, plus 30% d'impact positif sur les ventes,
plus 9% de probabilité de réachat et plus 83% en performance business. Donc, effectivement, si je n'arrive pas à convaincre une entreprise parce que c'est l'éthique, je peux la convaincre avec des chiffres. L'autre question qu'on peut se poser, c'est en fait, c'est la responsabilité de qui ? Qui va prendre la responsabilité de faire un produit inclusif, comme on peut prendre la responsabilité de faire un produit accessible ? Eh bien, ça va être en fonction de la maturité de l'entreprise. Donc, ça va être vraiment en fonction des membres qui la composent. Et la responsabilité, elle peut être portée par différentes personnes. Donc, une ou plusieurs, ça peut être le responsable produit, le ou la responsable produit, un ou une designer, un ou un product manager, un ou une chef de projet, un ou une développeur-développeuse. Et en fait, ça peut être toutes personnes qui sont concernées. Et le plus souvent, j'ai envie de dire, c'est souvent des personnes qui se sentent concernées par ce sujet-là, qui vont commencer à le porter au sein de l'entreprise et essayer de l'accompagner pour monter et gagner en maturité. Si elle n'a pas abandonné avant et si elle n'est pas partie. Mais bon. Et dans une entreprise mature sur ces problématiques, en fait, on pourrait imaginer une personne qui est responsable, qui est garante et qui est dédiée à l'accessibilité et à l'inclusivité sur les produits et les services. Donc vraiment une personne, on conçoit un produit, elle intervient, attention, il faut faire attention à l'accessibilité, il faut faire attention à l'inclusivité, je rappelle les principes, il faut penser à ça dès le début. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Donc la première question c'est, on commence par où ? Parce que bon, c'est pas simple. L'inclusivité, ça doit être considéré dès le début de votre projet pour éviter de produire des résultats superficiels et précipités. C'est pas j'ai fini mon projet et me dit il faut que je rajoute un peu d'inclusivité à la fin. C'est comme l'accessibilité, il faut que je rajoute un peu d'accessibilité à la fin. Ça va pas marcher. Si votre produit est lancé, ça va être un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais ça va pas forcément rajouter énormément de complexité. Ça va simplement signifier qu'il va falloir se poser les bonnes questions pour apporter les meilleures réponses à appliquer sur ce produit. Comme le dit l'entreprise 99 Design, j'aime bien les citer, le design inclusif, ce n'est pas une simple case à cocher, mais c'est bien un mode de pensée à part entière. Donc c'est vraiment un état d'esprit, c'est de l'empathie, c'est évident, mais bon. Vous pouvez commencer par la sensibilisation des équipes. Donc vraiment en fonction de la maturité de l'entreprise, vous allez commencer par une présentation de l'inclusivité, les enjeux, les implications à plus ou moins long terme dans un projet. Donc ça peut être une première étape. Ensuite, concrètement, dans les interfaces, donc on peut avoir un gros sujet au niveau des formulaires. Ça va être se poser la question, est-ce que les données que j'ai récoltées, en fait, j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître le genre de mon utilisateur, de mon utilisatrice ? À quoi va me servir cette information ? Si effectivement je déduis que j'en ai vraiment besoin, il va falloir adapter les formulaires. C'est bien. Et ça, c'est autant, j'ai envie de dire, en termes d'inclusivité qu'en termes de RGPD, c'est expliquer la finalité de la donnée que je suis en train de demander. Pourquoi j'ai besoin de connaître votre genre ? Parce que si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous n'êtes pas censé pouvoir le récolter. Et aussi revoir l'intitulé et le type de champ. Donc là, au lieu d'avoir un champ binaire radio homme-femme, en fait, ça va être un champ où je peux sélectionner. J'ai plus de choix pour sélectionner mon genre. On va aussi avoir le fait de revoir les limitations et les contraintes sur les champs. Parce qu'effectivement, si en fait sur mon champ, je n'autorise pas les caractères spéciaux pour les noms, prénoms, en fait, si je m'appelle Marie-Charlotte, en fait, je ne peux pas écrire mon prénom correctement parce que je ne peux pas mettre mon tiret. On peut aussi avoir en fait, tous les prénoms, par exemple espagnols, où on va avoir les tildes sur les N. En fait, c'est des caractères spéciaux. Si vous ne les autorisez pas dans votre champ, en fait, la personne ne pourra pas écrire son nom correctement. On va aussi avoir les noms et prénoms qui sont très longs et très courts. Donc là, par exemple, vous le voyez sur l'illustration que j'ai faite. Si mon nom, c'est Wu, 2 lettres, et qu'en fait, sur mon champ, il faut que minimum de 3 lettres, en fait, je ne peux pas saisir mon nom correctement. Donc ça, c'est quoi ? Je crois que c'est un ancien ministre, c'était Cédric O. Mais du coup, son nom de famille, c'était une seule lettre. Donc autant dire que lui, il a dû être confronté dans les formulaires à ne pas pouvoir mettre son nom de famille correctement. Et voilà, et pareil, en nom trop long, en fait, si je m'appelle Fernandez des Cordoba,
si vous avez limité à 10 caractères pour que je puisse saisir mon nom, je ne pourrais pas mettre mon nom en entier. Et on sait que les personnes espagnoles ont des noms très longs puisque c'est des noms qui sont rajoutés et composés. Hop. Là, c'est assez, j'ai envie de dire, c'est les principales choses qu'on peut faire sur un formulaire, mais je pense que plus on peut aller beaucoup plus loin, chercher encore de choses sur vraiment des cas spécifiques, et ça, c'est vraiment quand on est dans le produit, dans le service qu'on est en train de construire, qu'on va vraiment se poser les questions et se dire, ok, est-ce que ça, je peux le faire autrement? Est-ce que je peux le demander autrement? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Là, c'est vraiment les champs principaux qu'on peut rencontrer et qui peuvent du coup être exclusifs. Deuxièmement, c'est être inclusif visuellement. Donc là, c'est diversifier les contenus visuels, iconographie, icônes, avatars, couleurs, utilisation d'émojis adaptés, donc pas que des émojis blancs, et photos, illustrations adaptées, donc pas que des hommes blancs cisgenres de 30 ans. Donc on varie effectivement sur même la représentation des couples, sur la nationalité, sur l'âge, sur la couleur de peau, pour vraiment en fait d'avoir de la diversité et montrer qu'en fait dans votre produit, toutes les personnes sont concernées par l'utilisation de votre produit et qui sont dans la cible. Ensuite, on peut être inclusive dans la manière d'écrire. Donc là, ça va avoir un UX Writing adapté. Premièrement, c'est adopter des formulations qui évitent l'utilisation de monsieur, madame. Je sais que les banques sont très formelles, par exemple, sur monsieur, madame, mais quand on ne se sent pas l'un ou l'autre, c'est toujours générer une petite gêne. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Ou en plus, si la personne a changé de genre, en fait, c'est plus le bon genre, horrible. On va aussi utiliser du vocabulaire qui n'est pas discriminant. Par exemple, utiliser blocklist au lieu de blacklist, parce que blacklist, c'est raciste. Aussi faire attention à l'emploi de l'humour qui ne peut ne pas être compris par certaines personnes neuroatypiques. Donc quand vous concevez vos interfaces, vous allez mettre des boutons, vous vous dites je vais mettre un peu d'humour dans mes boutons, genre le bouton faites-moi rêver, vous êtes sur un site de vacances. En fait, une personne qui ne comprend pas l'humour, en fait, elle ne va pas comprendre l'action qu'il y a derrière ce bouton. Donc voilà, c'est à éviter ce genre de choses parce que du coup, elle peut avoir du mal, voire même abandonner parce qu'elle ne comprend pas le service et qu'elle est mal à l'aise dans son utilisation. Ensuite, c'est bien aussi d'utiliser des mots qui sont simples à comprendre et qui font sens pour tout le monde. C'est éviter les jargons parce qu'on n'a pas tous le même bagage culturel. Moi, par exemple, si je vous dis « Sada gavé », je viens de Bordeaux, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est vraiment faire attention au vocabulaire qu'on utilise et vraiment, pareil, en fait, c'est faire preuve d'empathie envers les personnes qui vont nous lire pour vraiment être sûr qu'elles nous comprennent et qu'elles se sentent incluses et avoir un sentiment d'appartenance. Ensuite, on va employer des termes non genrés. Donc là, on va avoir différents termes. On va avoir les termes épicènes. Donc c'est les personnes, donc en fait ça c'est pas genré. On va avoir les singuliers collectifs, donc la direction, au lieu de dire le directeur ou la directrice, on dit la direction. On va avoir les doubles désignations, donc les collaboratrices et les collaborateurs. On peut aussi avoir le point médian ou encore les parenthèses ou les majuscules, donc amis avec un E majuscule. Bon, autant dire qu'à l'oral ça s'entend pas le E majuscule. Et on peut avoir les néologismes. Donc moi, c'est ce que j'utilise souvent pour utilisateuriste parce que quand je dis que utilisateur, en fait, j'ai l'impression de parler que d'hommes. Mais quand j'écris plusieurs fois utilisateur et utilisatrice, si je l'écris 10 fois dans mon rapport, ça commence à être un peu long. Donc j'utilise ce mot-là et pareil, tous, au lieu de dire à tous et à toutes, dans les mails, je mets tous, comme ça, je suis sûre que je couvre tout le monde. Les néologismes, c'est quand même à faire attention effectivement avec les personnes avec qui on interagit, parce que ça peut aussi peut-être rajouter de la complexité si la personne n'est pas à l'aise avec le français. Effectivement, moi, je suis dans la tech, je suis tout le temps en train de parler d'utilisateur, de produits, on est sur du franglais, utilisatrice, ils ne gênent pas beaucoup. Comme vous le voyez, l'écriture inclusive, ça ne se résume pas au point médian, il y a beaucoup d'alternatives. Et je veux dire, avec la pratique, en faisant attention au fur et à mesure à la manière dont on écrit, en fait, ça
ça devient je veux dire pas, si peut-être un réflexe. Au moment c'est attention, attention là je l'écris correctement et des fois moi je me surprends même, je l'ai bien écrit. Donc voilà. Et après ce qui est intéressant aussi j'aime bien le redire, je crois que je le dis dans une autre conférence, hein, c'est le masculin, il n'est pas neutre. Quand on dit orateur, en fait, ça va créer une image mentale. En fait, vous allez imaginer des hommes. Si on dit juste les orateurs et les oratrices, en fait, ça va créer une image mentale où on va quand même rajouter des femmes. Et ça, c'est hyper bien, même pour les collégiennes, si c'est le chirurgien et la chirurgienne. Parce que si j'entends que le chirurgien, mais en fait, c'est un métier pour les hommes. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment faire attention à ces petites choses. Et en fait, ça peut permettre d'être plus inclusif et d'ouvrir effectivement je veux dire, la porte, une image mentale pour imaginer des hommes et des femmes. Ensuite, c'est aussi bien de penser à l'inclusivité numérique matérielle. Donc c'est vraiment penser aux personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur et qui ont juste un smartphone, ou inversement, parce qu'il y a des personnes qui ont juste l'un ou l'autre, qui n'ont pas besoin des deux ou qui n'ont pas les moyens d'avoir les deux. Et quand vous concevez un service ou un produit uniquement sur PC, en fait, vous allez exclure toutes les personnes qui n'ont pas les moyens ou le besoin d'acquérir un ordinateur et qui naviguent uniquement sur smartphone. Donc c'est vraiment à penser aussi la manière sur quel device, j'ai pas le mot en français, je suis désolée, vous concevez. Et il y a aussi penser aussi à l'âge de la personne, parce qu'en fait, en fonction de l'âge, les usages sont différents. Entre un enfant, un ado, un adulte ou une personne âgée, en fait, les outils qu'elles ont à leur disposition et la manière dont elles interagissent avec et les usages dont elles en font sont différents. Je ne mettrai pas ma grand-mère sur mon iPhone, ça va être compliqué. Et c'est aussi penser aux gauchers et aux droitiers, parce que moi je suis gauchère et je vous dis, des fois je galère. On a beaucoup d'interfaces qui sont pensées, effectivement la majorité des gens sont droitiers, donc en fait si je suis droitier et que je teste tout en droitier, c'est facile. Moi en tant que gauchère, en fait je ne vais pas avoir accès aux mêmes choses sur un téléphone mobile en termes d'interaction. Il y a aussi la manière dont on tient le téléphone en fonction de la situation et du contexte. Si j'ai quelque chose dans la main, je vais le tenir d'une autre main, je peux être sur les deux mains, tout le monde tient son téléphone différemment et aussi en fonction du contexte. Donc c'est aussi à y penser. Je ne sais pas s'il y a des gauchers dans la salle. Et les ciseaux, vous connaissez, où on n'arrive pas à couper avec les ciseaux? Les ciseaux de droitier, quoi. Voilà. Moi, j'arrive pas à couper autrement qu'avec des ciseaux de droitier à la main gauche. Je me suis déformé la main. Moi, j'ai encore mes petits ciseaux de quand j'avais 10 ans et qui coupent. Ciseaux de gaucher qui coupent. Après, donc c'est bien de penser concrètement dans l'interface, qu'est-ce qu'on fait, comment on met. Mais du coup, il faut pérenniser la démarche. Parce que c'est bien, effectivement, vous êtes une personne dans un projet à un instant T, on va faire les choses bien, je vous délivre des idées. Mais du coup, comment on pérennise? Donc, par exemple, au niveau du design system, design system, ça va être effectivement une librairie. On va avoir des composants de l'interface, on va aussi avoir l'identité de marque, on va avoir tout ce qui est UX Writing, donc comment on s'adresse à l'utilisateur. On va aussi avoir les informations sur l'accessibilité. Et en fait, à cet endroit-là, on pourrait aussi retrouver les principes d'inclusivité qu'on veut intégrer dans notre produit. Quel type d'emoji on doit absolument utiliser ou pas utiliser, quel type de photo, vraiment faire attention, c'est-à-dire que c'est une autre personne qui arrive sur le projet, qui prend le train en cours de route, mais en fait elle a toute cette connaissance, elle va le lire et elle va du coup mieux s'intégrer aux principes du projet et les porter elle aussi. Après on va aussi avoir au niveau de la user research, donc là c'est vraiment s'assurer de la diversité des utilisatrices qu'on va interroger lors des tests et des interviews. Et ça, par contre, c'est autant pour l'inclusivité que l'accessibilité. Comme le dit l'entreprise InVision, je me demande s'ils n'ont pas fermé l'entreprise InVision. Est-ce que vous avez déjà fait un test utilisateur avec une personne qui était aveugle ou avec une personne qui avait une seule main en fait? Je ne pense pas que beaucoup l'aient déjà fait.
Donc c'est vraiment à y penser. Où j'ai cogné le micro. Là, je vous ai parlé d'interface digitale, mais l'inclusivité, en fait, ça dépasse les interfaces digitales et ça s'illustre vraiment dans notre quotidien. Des produits de consommation aux campagnes de communication. Donc là, sur l'illustration que je vous ai mis, par exemple, la représentation d'une famille, aujourd'hui, c'est plus un papa blanc, une maman blanche et 2 enfants blancs. C'est pas que ça. Il y a plein d'autres formats de famille qui sont tout aussi valables et qui ont besoin d'être inclus dans les représentations. Et pareil, sur les places de parking, on retrouve maman en robe qui tient bébé avec papa et encore un autre enfant. La famille, c'est bien plus que ça. Est-ce que vous connaissez la roue des privilèges? Il y en a qui hochent la tête. Donc c'est de Sylvia Duckworth. Et en fait, c'est une roue qui permet un peu de comprendre si on est privilégié ou discriminé. J'en ai discuté avec une personne, elle me disait est-ce qu'au final, c'est pas la roue des discriminations. C'est plus je suis au centre, plus je suis quelqu'un de privilégié. Donc si vous êtes un homme cisgenre, citoyen, blanc, diplômé d'école postsecondaire, vous êtes valide, hétérosexuel, neurotypique, robuste, mince, propriétaire et riche, vous êtes au milieu. Et plus vous allez vers l'extérieur, en fait, plus vous allez être marginalisé et du coup avoir justement des problèmes d'inclusion. Ce qui est intéressant avec la roue des privilèges et les privilèges, pour les conscientiser, c'est que en fait, les personnes les plus privilégiées sont les personnes qui ne sont pas du tout conscientes de leurs privilèges. C'est-à-dire que ces personnes-là, ces personnes ici, plus souvent, en fait, elles ne sont pas conscientes qu'elles ont des avantages par rapport à ces personnes qui sont à l'extérieur. Parce qu'elles ont les œillères ou parce qu'elles ne se sont pas posé la question. Pour elles, tout va bien. Je suis privilégiée, je n'ai pas de problème de me faire contrôle d'identité, de me faire agresser dans la rue. Donc voilà, il y en a qui ne se posent pas la question. Et du coup, s'ils en ont trop, ils rentrent pas? Ils rentrent, mais il faut se poser la question. Du coup, pour conclure, pour moi, l'inclusivité, c'est un enjeu sociétal important parce que chacun et chacune y mérite d'être reconnu dans sa diversité, quelle qu'elle soit. L'inclusivité, elle n'est pas pleinement intégrée dans le récit collectif et c'est encore difficile d'en parler ou de l'expliquer sans toucher à des convictions personnelles bien ancrées. Je le sais bien. Et ça tient vraiment qu'à nous de faire un monde et des services pour tous et pas uniquement pour le groupe standard de mâles, blancs, hétérosexuels, cisgenres, neurotypiques et valides. Et blanc n'est pas un gros mot. Si vous voulez aller plus loin, moi je suis en train de le finir, Mécanique du privilège blanc. Ça parle de suprématie blanche, de fragilité blanche, de colonialisme, d'appropriation culturelle. Donc c'est super intéressant, c'est super bien écrit, donc c'est super facile à lire, je trouve. C'est bien cadencé. Donc il y a quand même 350 pages. Donc voilà, super bien comme livre. Et après, il y a Révolution inclusive, vous l'avez sur Instagram et sur LinkedIn. Et en fait, c'est plein de petits posts justement pour apprendre comment je peux écrire de manière inclusive, que l'inclusivité, ça passe aussi par les visuels. Donc c'est plein de petits trucs de sensibilisation assez visuels. Et du coup, ça fait des petites piqûres de rappel. Et ça permet aussi de monter en compétences progressivement. Et merci pour votre attention pour cette première partie. Et cette conférence, en fait, elle est basée, ou l'inverse, je ne sais plus. En fait, dites-vous que ça fait 3 ans que je la fais, cette conférence, et elle est encore d'actualité. Et du coup, j'ai un article, en fait, où ça explique effectivement tout ce que j'ai dit à l'oral en plus détaillé. Si vous êtes plus à l'aise sur de la lecture que sur de l'auditif, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit moment de questions avant la prochaine présentation. N'hésite pas à la répéter pour qu'on puisse
D'accord. lors de la captation. Moi, j'avais des questions sur les chiffres que tu as présentés à la fin de la partie 3. Ouais. J'ai pas entendu la source des chiffres, parce que je trouve ça super de pouvoir donner les arguments chiffrés et... Non. C'était la partie 3. Ouais, c'est partie 3, pardon. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est Fairpection. Ok. Yeah. Merci. Et du coup, pareil, en termes de chiffres, je me suis posé la question, est-ce que tu as été confronté à un rejet des propositions, notamment, je pense surtout à l'écriture inclusive, où ça peut parfois faire grincer des dents. Et je ne sais pas s'il y a eu des études faites pour mesurer le taux de non-adoption ou de rejet de ce genre de pratique. Est-ce que tu es au courant ou pas? Oh, mais elle est longue la question. Pardon. En plus simple, est-ce que tu as déjà été confronté à des rejets vis-à-vis de l'écriture inclusive, typiquement? Ok. Est-ce que j'ai déjà été confrontée à des rejets par rapport à l'intégration de l'écriture inclusive? Je ne vais pas arriver à la lire la question. Alors, dans un projet ou dans un produit, j'ai envie de dire c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai envie de dire c'est pas la priorité. Même moi, je bataille juste pour que on arrête de dire que je suis un expert, mais une experte. Voilà, qu'on me dise collaborateur et collaboratrice parce que je ne suis pas un collaborateur. Dans les interfaces, si j'arrive à glisser, je suis contente. Personne ne le voit, ça passe, c'est bon. Mais honnêtement, j'ai pas fait de... J'ai déjà fait des projets où je disais attention aux genres, est-ce comme ça que vous demandez, en fait, ça passait au-dessus. Et j'ai déjà bossé pour Decathlon, où par contre, en fait, j'aurais dit ouais, faut faire attention là sur les illustrations qu'on met, faut pas qu'elles soient genrées, en fait. Et en fait, ils étaient complètement d'accord. J'avais même pas besoin de batailler. Et en fait, et du coup, les illustrations des petits bonhommes, en fait, elles étaient vraiment non genrées. C'était pas, on a l'impression que c'est une femme, on a l'impression que c'est un homme. Donc, je pense que ça va aussi dépendre de la maturité des entreprises. Mais c'est vraiment un sujet compliqué. Si tu es dans une entreprise qui est quand même mature en termes de design, c'est-à-dire que moi, à mon niveau, je peux commencer à gratter sur les interfaces, à mettre des trucs, mettre des textes, pour vraiment commencer un petit peu à m'étendre, à poser. Et si personne pose de questions, c'est bon, ça va passer comme ça. Mais c'est super difficile. Et comme en plus, il n'y a pas d'amende, bon, Mais est-ce que c'est pas biaisé? Les entreprises qui t'appellent, elles ont déjà cette conscience qu'il faut faire un travail sur le design. c'est pas biaisé les entreprises qui m'appellent. En fait, ta réponse, elle est un peu biaisée parce que oui, tu n'as peut-être pas forcément de grosses batailles à mener, mais parce que peut-être que les personnes tes mandataires, ceux qui t'appellent pour un contrat, ils ont déjà cette conscience et ils se disent, bah, pour couvrir ça, j'ai besoin effectivement de quelqu'un qui m'accompagne. Les entreprises qui m'appellent en termes de prestations de design, c'est pas sur ces sujets-là. C'est design. Et effectivement, la majorité des cas en termes de prestations ou dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est plus moi qui vais batailler pour amener ce sujet et l'intégrer plutôt qu'on m'appelle sur ces problématiques-là. Donc effectivement, quand je tombe dans une entreprise où en fait elles sont déjà sensibilisées à ces problématiques, c'est génial. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que sur l'état du marché actuel, ça ne peut pas être un argument de vente en prospection en fait, pour une boîte pour une ASN, je pense pas. Mais Non, là, enfin, de marché actuel. Non, là, je pense que accessibilité, sanction. Donc là, je pense que ça vient. Inclusivité, je pense que c'est pas leur préoccupation. Et je pense que ça va être peut-être en termes d'entreprise, je pense que ça va être des entreprises vraiment matures en design, en produit. Ça va être des pure players qui sont vraiment orientés sur ça et qui sont vraiment avancés sur ces problématiques. Je travaille sur un logiciel professionnel qui fait de l'analytics, qui affiche des dashboards
dashboard avec des courbes et des graphes et des choses comme ça. Donc, on met pas de photos, ça ressemble à Excel, en gros. On met pas de formulaire pour savoir qui est-ce qui se connecte, parce que de toute façon, ils sont connectés au SSO de l'entreprise, etc., etc. Et du coup, je me dis, il y a peut-être d'autres choses qu'on rate, mais que j'en ai pas conscience, parce que je suis un homme blanc. Et du coup, il y a quoi d'autre comme exemple où on pourrait se prendre les pieds dans le tapis, hormis un formulaire où on demande ou des visuels, etc. Parce que nous, il n'y a pas ça, donc on ne peut pas le rater, quoi. Ok, On peut donc, peut-être rater d'autres choses. donc dans un outil d'analytics, quelles seraient les problématiques d'inclusivité que tu pourrais rencontrer, c'est ça? Je pense déjà, de toute façon, si tu as un outil d'analytics logiciel, tu as ta page, ta landing page, où tu dois avoir des visuels, des illustrations, des choses comme ça, peut-être. Ah, mais alors là, oui, ça a été défini au niveau de l'entreprise, et c'est des gens sur un passage piéton dans le flou, et on voit pas si c'est homme, femme, voilà, c'est flouté. C'est des gens que, voilà. Pas visible, pas de problème. Mais ça, c'est au niveau corporate. Ils ont Ouais. dit, c'est des gens qui ont réfléchi et qui ont dit que tous les logiciels de l'entreprise doivent avoir ça. D'accord. Donc effectivement, tu peux l'avoir sur la page de présentation, parce que plus souvent, tu vas mettre un humain qui va interagir avec ton outil. Après, sur les dashboards d'analytics, bon, je pense que tu as des problèmes d'accessibilité, ça c'est sûr. Ouais. C'est d'autres questions, mais plus tard. C'est un gros problème, je pense, de rendre accessible ce genre d'outils. En termes d'inclusivité, je pense que ça va être surtout sur les termes que tu vas utiliser pour justement que ce soit compréhensible par tout le monde. Tu peux aussi avoir des problèmes de compréhension au niveau de l'expertise de la personne qui lit. Si tu ne prends pas en compte le niveau d'expertise des personnes qui lit, en fait, tu vas mettre plein de... Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, je bossais pour des écrans pour des clients et je devais les faire tester. Ils me mettent des mots, machin, je fais, vous êtes sûr que les utilisateurs, ils vont comprendre ? Et en fait, ils ne comprenaient pas les abréviations, les mots techniques. Et du coup, en fait, on n'était pas, inclusif sur le jargon. Et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, il y a des gens, ils vont se débrouiller avec le dashboard, mais ils vont peut-être galérer, pas être à l'aise, ou ils vont aller chercher à côté. Et du coup, c'est un peu se dire, en fait, cet outil, c'est majoritairement pour les super techos qui s'y connaissent bien et qui connaissent tous les abréviations. Et donc ça, je pense que tu peux être inclusif sur les termes que tu emploies. Après, tu n'as pas de visuel, tu n'as pas de formulaire. Tu as forcément un formulaire pour l'inscription. Est-ce que tu demandes le genre? Non, t'as pas de formulaire. Comment tu t'inscris à ton outil? On ne s'inscrit pas, c'est la boîte qui a fait et qui l'a branché sur leur SSO. Ah oui, c'est un outil vraiment interne. C'est un outil qu'on vend à des boîtes, et donc du coup, les boîtes, elles l'installent chez eux. Ah oui. Ok, oui, mais c'est genre un Power BI? C'est genre un truc comme ça, ouais. D'accord, ok. Ouais, je pense surtout le jargon. Après, des problématiques, ça va être l'accessibilité, tout ce qui est dashboard, couleur, contraste, comment tu lis les données au lecteur d'écran, là. C'est ça. Et puis les questions insolubles comme un graphique avec 1000 points parce que c'est toutes les minutes de la dernière journée. Comment on le met pour quelqu'un qui ne voit pas? Ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, on ne peut pas, quoi. Ouais. Ouais. Si on a besoin de récolter le genre pour des études marketing, est-ce que le fait de mettre par exemple homme, femme ou non binaire, c'est inclusif ou ça l'est encore pas? C'est un premier pas, mais ce serait bien d'avoir une liste. Ce serait bien d'avoir une liste où je peux choisir, parce qu'il y a plus que ça en termes de genre. Il faut faire attention si tu demandes le genre ou si tu demandes la civilité. C'est pas la même chose. Monsieur, madame, c'est ce que tu as sur ta carte d'identité. Le genre, c'est homme ou femme. Faut faire attention aussi, il y en a qui mettent pour genre, en fait, c'est le sexe, mais du coup, c'est pas non plus encore la même chose. Après, dans l'idéal, pour moi, tu devrais pas le demander ou que ce soit facultatif. Je le donne si j'ai envie, mais en fait, les données que vous récoltez, vous ne devriez pas les catégoriser par rapport à mon genre. Ah oui, d'ailleurs, des fois, il y a marqué ne souhaite pas répondre. Oui, voilà.
Mais dans ce cas-là, si vous donnez l'option de ne pas répondre, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de la donner. Donc pourquoi la demander? Non, c'est le fait de ne pas forcer, même si ça aurait pu, en admettant que ça aurait pu être utile à une étude de positionnement dans le cadre d'une étude marketing, c'est juste laisser le choix. Voilà, c'est juste une histoire de consentement, ça m'arrange pas, mais... Et si tout le monde met je ne souhaite pas, Bah, du coup, tant pis. voilà. Tant pis pour l'étude. Du coup, est-ce que mettre homme, femme, autre, ça a permis de roublarder en disant ça m'intéresse d'avoir une étude, en termes de pourcentage, ce sera minime d'avoir des gens qui mettront autre, et ça me permettra d'avoir des données quand même sur 3 catégories, sachant que la dernière catégorie sera sûrement à la fois large, mais prenant en compte moins de personnes. Je sais pas. Après, c'est aussi... Voilà, effectivement, c'est aussi demander en fait aux utilisateurs, aux utilisatrices en fait, si vous faites des tests, mais en fait, quand je vous pose cette question, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de juste demander autre, qu'on vous demande autre? Est-ce que, là, c'est aussi, moi, je pose des choses, je pose des idées. Mais les personnes les plus à même aussi de répondre, c'est quand même aller consulter vos utilisateurs et vos utilisatrices. C'est effectivement si vous avez un outil 100% pour les hommes, je sais, j'ai pas d'idée là comme ça. Est-ce que vous allez demander le genre? En fait, non, pas vraiment quoi. J'ai pas répété la question. Dernière question, deux dernières questions, et puis après on passe à la deuxième présentation, ça vous va? Du coup, moi je comprends bien l'idée de il faut inclure dès la conception du produit. Le problème c'est que je vois difficilement comment ça peut être réaliste, notamment dans la tech, dans un contexte un peu start-up, où quelqu'un lance sa start-up et puis on doit développer un prototype très vite, et puis au fur et à mesure, deuxième prototype, deuxième prototype, et puis le prototype devient un produit, c'est pas toujours un produit final qu'on va devoir maintenir pendant des années. Je vois pas du tout comment arriver à intégrer et à convaincre penser à l'inclusion, à l'inclusivité et à toutes ces choses-là, c'est vraiment la priorité. Et qu'il faut le penser tout au début parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres priorités, beaucoup d'autres choses à faire. Du coup, quelle serait la solution globalement à ce moment-là? Est-ce que je sais pas, il faut dédier un moment où on dit à quel moment véritablement on peut dire on va rattraper ce retard en fait, qu'on a accumulé sur l'inclusivité pour maintenant y penser et faire quelque chose? Quel serait le bon moment si on ne peut pas le faire au début? Quel serait le bon moment si on ne peut pas le faire au début? J'ai envie de dire, c'est un peu le même problème pour tout en fait. Si sur un produit, en fait, si tu mets pas un design system en place au début, en fait, tu dois rattraper, tu dois galérer, tu as du legacy. Si tu mets pas en place l'accessibilité au début, en fait, tu dois rattraper, tu as du legacy et en fait, ça va coûter beaucoup plus cher. L'inclusivité, si tu fais tu fais un atelier de 2 heures pour définir les grands principes, comme tu peux définir sur des produits le tone of voice, donc la manière dont tu t'adresses à l'utilisateur. Est-ce qu'on est du friendly? Est-ce qu'on est sur du tu? Est-ce qu'on est sur du vous? Comment? Je pense que si tu le fais vraiment au tout début, ça va pas prendre beaucoup de temps et en fait c'est quelque chose qui va infuser, que tu vas porter tout le long du projet. Donc en fait tu vas pas le... Je pense que ça va être... Il y a un moment ça va être... ça va être fluide, ça va être transparent, c'est vraiment intégré. Donc pour moi, plus tôt c'est, mieux c'est. Après, si tu es sur un projet qui est déjà en cours et il faut l'intégrer, j'ai envie de dire c'est des quick wins en fait. C'est effectivement, tu n'as pas de responsable, tu n'as personne qui veut le porter, mais en fait, tu essaies de faire passer un petit truc. Et tu essaies de refaire passer un petit truc. Et voilà, et c'est la même chose. Moi, je veux dire, c'est la même chose que je rencontre quand j'ai une entreprise qui n'est pas mature en design. C'est de faire passer un petit truc de design, qui n'est pas de design system. C'est de faire passer un petit kit UI avant d'avoir un design system.
accessibilité, essaie de faire un petit truc. Bah, ok, on va faire les champs de formulaire, au moins qu'on ait la navigation clavier, mais essaie de faire passer des petits trucs. Et au fur et à mesure, et puis après, si ta boîte ne veut pas, bah, tu vas dans une autre boîte. Oui, c'est ça. Oui, du coup. Du coup, je me demandais, puisque c'est un thème quand même qui est assez important, il n'y a pas encore de normes, que ce soit en France, européen ou même mondial, sur justement tout ce qui va être inclusif. Il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de truc où genre c'est comme le RG2A accessibilité où c'est vraiment des trucs à cocher et c'est validé par l'État. En France, on n'a pas ça. Je sais que Microsoft, ils ont un guide un peu pour justement le design inclusif, mais pareil, en fait, c'est de la bonne pratique, c'est du guide. En fait, il n'y a rien qui est tamponné, il faut faire comme ça, point à la ligne, quoi. C'est pour ça que je fais cette conférence depuis 3 ans. C'était juste pour répondre à ce qu'il disait lui. On est un Ah. peu du principe, parce qu'à la base, il partait du principe dans une start-up. Mais si c'est pas commencé au début avec une start-up, c'est qu'on n'est pas avec les bonnes personnes dans la start-up. Tout simplement. Donc, ça revient même. Change de start-up. Exactement. Aussi, c'est l'efficacité, j'ai envie de dire, pas mettre le champ, si on est homme, femme, autre, etc. Juste pas mettre le champ, bah, c'est moins de développement, ça va plus vite, quoi. C'est juste pas là. Oui, mais ça pose aussi effectivement, c'est pareil en fait sur l'éco-conception, qui est quelque chose qu'on commence à avoir un petit peu des réglementations, des choses comme ça, mais du coup les entreprises elles n'ont pas forcément envie de s'y mettre. Et elles vont peut-être s'y mettre au dernier moment. Ah, il faut qu'on améliore nos perfs, elles sont pourries, enfin voilà, donc truc de dernière minute. Mais en fait, en termes d'éco-conception, en termes de design, comme tu vas questionner les fonctionnalités, tu vas questionner le besoin, en fait, ça se trouve, en mettant ça en place, tu vas développer moins de fonctionnalités. Donc, en fait, tu vas économiser sur le fait de non développer des choses. Donc, pareil, c'est compliqué. J'étais en train de me dire que si on commence à se questionner sur le genre et qu'on commence à avoir besoin de cette donnée, si on questionne le besoin et qu'on se demande, j'ai vraiment un besoin légitime de connaître où se place mon utilisateur sur ce sujet, bah dans ce cas-là, on est obligé d'avoir l'ensemble des propositions aujourd'hui existantes, parce que c'est légitimement un sujet, une donnée dont on a besoin. Et finalement, ça revient un peu à se poser la question dans la conception même du produit, se poser la question du besoin, de pourquoi on fait les choses. Et ça peut être aussi une question éthique, même juste à la base, de se dire on veut commencer à faire changer les choses, on veut intégrer ça, et on veut de l'adoption sur les produits. Du coup, c'est se poser la question tout au possible du besoin. Pour rebondir sur ce que tu disais, je suis dans une start-up, je ne suis pas avec les bonnes personnes. Effectivement, si tu arrives sur un projet et qu'en fait les personnes elles sont pas sensibles à ce sujet-là et qu'en fait elles y sont réfractaires, c'est-à-dire qu'en fait tu as beau en parler, tu essayes de faire des petits quick wins, enfin de les sensibiliser et en fait qu'elles veulent pas du tout. Il y a un moment, c'est aussi faire un choix. Est-ce que tu veux... Enfin, c'est pareil, j'ai envie de dire, avec le militantisme. C'est est-ce que tu veux t'épuiser à batailler avec ce genre de personnes? Est-ce qu'en fait, elles méritent ton temps et ton énergie alors qu'en fait, ça se trouve, il y a d'autres boîtes ailleurs qui cherchent des personnes comme toi, qui ont envie de porter ces choses-là, qui le portent déjà dans le produit, qui ont des équipes qui le portent et qui ont besoin de moyens. Donc, c'est aussi se poser ces questions-là. Parce que moi, je sais qu'effectivement, il y a des moments... j'arrête de batailler. Il y a des personnes, c'est pareil sur des sujets de racisme, choses comme ça. Il y a des personnes, tu peux pas discuter avec, c'est juste du conflit. Elles veulent pas entendre, elles veulent pas changer de position. Donc il y a un moment, c'est vraiment choisir où tu mets ton énergie et qu'est-ce que tu défends et comment tu le portes. Tu vois, moi, effectivement, dans les projets que je fais, c'est des choses que j'ai du mal à faire entendre. Même si je bataille. Du coup, je me dis, ok, en fait, si je fais des conférences, je vais peut-être toucher un peu plus de personnes. Je vais toucher des personnes qui sont quand même réceptives. Je vais leur donner peut-être plus de billes
pour elle le porter. Donc en fait, je joue plus sur la diffusion. Et c'est quand même plus enrichissant pour moi que d'essayer de discuter avec quelqu'un qui ne veut pas entendre que c'est un homme blanc, quoi. Véridique. Ah ouais. D'accord. Je viens de regarder le temps de la présentation, en fait. Hop. Je suis pas bien, je suis pas dans le cadre. Hop. Hop. Maintenant, on va parler d'IA. Alors, il est 20h en plus. Disclaimer, il y a beaucoup de chiffres dans cette présentation. Donc, je m'appuie sur beaucoup de données que j'ai récupérées à droite, à gauche. Autant dire que quand j'ai fait cette présentation et que j'ai vu les chiffres, ça m'a un peu fait mal au cœur d'avoir raison sur ce que je voulais porter. Donc, il y a beaucoup de chiffres. L'IA, elle transforme rapidement notre monde. Elle apporte des innovations majeures et des opportunités sans précédent. Mais avec cette adoption rapide et massive de l'IA, n'allons-nous pas vers une nouvelle fracture au sein même du numérique? On va faire un petit état des lieux sur la fracture numérique et sur l'IA. Donc, on va avoir un petit peu du verbe. La fracture numérique, ça va décrire les inégalités dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication, donc les TIC, leur utilisation et leur impact. On va avoir deux niveaux de fracture numérique. On va avoir l'accès, c'est la fracture du premier degré, et on va voir l'usage, c'est la fracture du second degré. Elle résulte de disparités sociales et générationnelles, et elle va se traduire en termes d'accès aux outils, de réseaux, de compétences et d'utilisation. La disparité, elle est fortement marquée entre les pays riches et les pays pauvres, entre les zones urbaines denses et les zones rurales. Et c'est déjà bien, j'ai envie de dire. L'accès au numérique et les compétences que ce dernier requiert sont plus que jamais indispensables au quotidien des Français. En fait, on en a besoin tout le temps. Même pour déclarer ses impôts, on a besoin en fait, d'un ordinateur et de savoir l'utiliser. Et je crois qu'ils l'ont refait récemment, hein, le site des impôts, mais même moi, j'avais besoin d'aide pour les impôts, quoi. Donc... La fracture numérique en termes de chiffres, c'est 15% de la population qui est en situation d'électronisme. En détail, ça fait près de 60% des personnes de 75 ans et plus qui sont en situation d'électronisme. Bon, ils sont à la retraite, ils sont dans leur jardin, c'est bon. Ça veut dire qu'en fait, il y a 400 structures sociales dans le réseau relais numérique de Emmaüs Connect pour pallier à cette fracture. Donc, il y a 400 structures qui essayent justement d'accompagner les gens dans l'usage du numérique, dans la compréhension, parce qu'il y en a réellement besoin. Et il y a près de 30% des usagers d'Internet qui ont des capacités numériques faibles. Donc en fait, on est sur la fracture de second degré, c'est ok, j'utilise Internet, mais en fait, je ne sais pas très bien m'en servir. Ma sœur, par exemple. Et on a plus de 20% des internautes qui, en fait, ils ne savent pas protéger ces données en ligne. Donc toutes les questions RGPD, protection des données, ne pas afficher cette donnée-là ou cette donnée-là, en fait, il y en a, ils ne sont pas du tout conscients. Mettre des photos de vos enfants sur Facebook, voilà. Au niveau de l'IA, donc, c'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Les applications de l'IA, ça va être les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation, la compréhension automatique des langues, les voitures autonomes, même s'il y en a une qui est un peu... les chatbots, et les outils de génération d'images, et les outils de prise de décision automatisés et les programmes compétitifs dans les jeux de stratégie. Selon l'IA Act, c'est verbeux, le système d'IA, c'est un système basé sur une machine qui est conçue pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des données qu'il reçoit comment générer des résultats tels que des prédictions
du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels. Donc l'IA, en termes de chiffres, c'est 20% de la population mondiale qui n'avait toujours pas accès à Internet en 2020 et qui était donc exclue de la révolution de l'IA selon l'unité internationale des télécommunications. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, le nombre de personnes sur Terre était de 7,82 milliards, donc 20%, ça correspond à 2 milliards de personnes. C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de personnes qui étaient exclues de la révolution de l'IA. Si on va un peu plus loin dans les chiffres, 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT début 2023 avec un lancement fin 2022. Pour se donner un ordre de grandeur, 100 millions d'utilisateurs, ça fait beaucoup. En 2022, le nombre de personnes d'habitants en France, c'est 67,97 millions. Donc en fait, on avait plus d'habitants de la France en termes d'utilisateurs. Je me dis 100 000, plus les chiffres sont grands, plus c'est difficile de les dimensionner. Je ne pourrai jamais avoir 100 millions de personnes dans une salle de conférence. Et on a 41% des Français qui estiment que l'utilisation de l'IA leur sera préjudiciable dans la pérennité de leur emploi. Il y en a qui ont le nez creux. Le développement de l'IA, ça accélère la montée en puissance du numérique dans nos sociétés et ça complexifie sa maîtrise. Donc les personnes qui vont être touchées par ces problématiques, en fait, côté numérique, ça va être les personnes âgées, les personnes qui sont peu diplômées, qui ont un niveau de vie modeste, qui sont inactives, qui vivent seules ou en couple sans enfants. Pour l'IA, en fait, on va avoir un accroissement des fossés entre deux catégories de citoyens. Celles qui comprennent, voire maîtrisent l'utilisation de l'IA, et celles qui pourraient se voir dépassées par ces avancées technologiques par manque de compétences ou d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a 55% pensent que des inégalités vont se creuser entre ceux qui maîtrisent les outils et ceux qui n'y sont pas formés. Donc, les inégalités occultées de l'IA. Donc, la première, ça va être la fracture générationnelle en France. On va avoir 54% des 40-49 ans qui sont préoccupés par rapport à l'IA. Si on va en détail dans les chiffres, ça fait à peu près 50% des Français qui sont inquiets par rapport à l'IA, 30% entre les 18-29 ans qui sont préoccupés et presque 60% des plus de 60 ans qui sont préoccupés. Donc le détail des chiffres, il va montrer que plus on est âgé et plus l'intelligence artificielle elle inquiète. Les femmes, forcément. On va avoir plus de 71% des femmes qui n'avaient pas encore été formées à l'utilisation des outils de l'IA dans un contexte professionnel et ne souhaitaient pas l'être en comparaison à 54% des hommes en France. Si on rentre dans le détail des chiffres, ça fait 16% des femmes ont déjà utilisé un logiciel d'IA contre 29% des hommes en France. 55% des femmes sont inquiètes par rapport à l'IA contre 46% des hommes. Et 35% des femmes utilisent moins l'IA que les hommes, 48% dans leur travail. Donc ça, c'est un chiffre des États-Unis. Le problème d'inclusion des femmes va sans doute s'accentuer dans les années à venir, étant donné les écarts qui se creusent entre l'utilisation de l'IA par les hommes et les femmes, ainsi que les conséquences requises qui continuent de se creuser. Les métiers porteurs du marché de l'IA aujourd'hui sont dominés par les hommes. Si on ne leur permet pas aux femmes d'apprendre et de s'intégrer dans ce domaine, il y aura probablement beaucoup moins d'opportunités pour elles, notamment en ce qui concerne les salaires et les emplois. On va avoir une problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'outils. Donc là, c'est une image, je pense que je l'ai mise, mais elle a dû se mettre à jour, il doit y en avoir encore plus aujourd'hui. Il y a énormément d'outils d'IA et en fait, on peut se poser la question, mais lequel je choisis pour m'entraîner. En fait, par où je commence, lequel est le plus pertinent pour mon besoin. Moi, je me suis posé la question. Quand j'ai commencé, je commence avec quoi? C'est quoi le meilleur des outils si je veux faire ça, sur lequel je peux me former en premier, qui est le plus pertinent? Moi, en tant que designer, si quelqu'un vient me dire je veux commencer à être designer, par quel outil je dois commencer? Il n'y en a qu'un, c'est Figma. Il n'y a pas à se poser la question. Là, en termes d'IA, franchement, même moi, j'étais perdue et je suis quand même dans la tech.
Donc imaginez toutes les autres personnes. Et on va avoir aussi un problème, c'est au niveau du prix. En fait, il y a une différence entre les outils payants et les outils gratuits. Donc effectivement, si vous n'avez pas les moyens en fait, de payer des abonnements, donc en fait, déjà il y a une disparité entre les personnes qui ont les moyens de se le payer et les personnes qui n'ont pas le moyen. Les personnes en fait qui ont... moi j'ai déjà vu des personnes qui avaient les moyens de se payer un abonnement mi-journée pour le fun. Pour tester. Oui, bon, tu as de l'argent, c'est bien. Et c'est aussi un accès privilégié de pouvoir se payer un abonnement pour tester. Aussi d'avoir une entreprise qui a les moyens de payer plusieurs abonnements pour tester. Voilà, moi je sais que mon entreprise elle a un abonnement mi-journée sur lequel on peut tester. Donc il est mutualisé, mais en fait tout le monde peut s'entraîner, on peut tester. Donc, voilà. Mais en fait, toutes les entreprises n'ont pas les moyens, le budget ou l'envie de mettre de l'argent pour que ces employés testent l'IA. Surtout si en plus on ne sait pas lequel on doit tester pour s'entraîner et lequel est le plus pertinent pour le besoin de l'entreprise. Dans le cadre professionnel, on va avoir 22% des salariés français qui utilisent les outils d'IA dans le cadre de leur travail en 2024 et par rapport à 14% en 2019, donc ça a quand même augmenté. Si on rentre dans le détail, près de 30% chez les hommes, contre 16% chez les femmes, forcément. 36% des plus jeunes, contre 12% des moins jeunes, j'ai envie de dire. J'espère que j'aurai vexé personne. Et 54% des dirigeants d'entreprise à s'être servis d'un logiciel d'IA et on a aussi 44% des cadres supérieurs. Comme pour le numérique lui-même, on a des disparités relatives au genre, à l'âge et à la classe socio-professionnelle. En termes de formation professionnelle, on a 10% des salariés qui déclarent avoir reçu une formation qu'ils ont la moitié, donc 5%, jugée peu adéquate à l'exercice de leur métier. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai reçu une formation sur l'IA, c'est super, mais en fait ça ne correspond pas à mon métier, je ne vois pas comment l'utiliser. Du coup, concrètement, dans mon métier, je ne vois pas à quoi l'IA va me servir. Donc il faut revoir un peu les formations là pour le coup. Si on rentre dans les chiffres, ça fait 63% des salariés qui indiquent ne pas avoir été formés et ne pas vouloir l'être. Et 27% qui aspirent au contraire. Donc il y a des gens, en fait, ils ne veulent même pas être formés à l'IA. Ce refus d'être formé, il va être présent chez les femmes à 71%, chez les employés à 73% et chez les jeunes à 58%. L'usage de l'IA, il est encore très loin d'être un sujet majeur au sein des entreprises, sans doute par désintérêt ou par méfiance. Ah, j'avais oublié les aînés, à 71%. On va aussi avoir des inégalités au niveau des pays. Donc en fait, on va avoir 20 à 25% des richesses nouvellement produites par l'IA qui seront captées par les pays développés et que 5 à 15% des richesses nouvellement produites par l'IA qui seront captées par les pays en développement. Ça s'explique par un moindre niveau d'éducation du numérique dans ces États, ce qui pèse dans leur capacité à exploiter les opportunités offertes par l'IA. On va avoir aussi la perception et la peur de l'inconnu. Donc le niveau de compréhension de l'IA, il est variable et en fait c'est un sujet qui va être complexe et il peut être déformé par la fiction et par les discours politiques orientés. Les classes aisées connaissent mieux l'IA et se sentent moins menacées. Pour certaines personnes, je grossis le trait, l'IA ça va être associé au soulèvement d'e-machines ou à Big Brother et c'est sans doute cette ignorance qui va nourrir la peur. Donc, biais de l'IA et impacts sociaux. L'IA nous biaise, et j'espère que je ne vous l'apprends pas. Si on regarde un peu les biais dans les algorithmes et les données, en fait, on va avoir une sélection des données pour alimenter l'algorithme. En fait, si j'ai des données qui sont biaisées, que j'additionne ça
à en fait, des biais qui sont introduits inconsciemment par les créateurs lors de la programmation. Donc on a des algorithmes biaisés. En fait, on va avoir des modèles biaisés et on va avoir des biais amplifiés. Donc la conséquence, c'est que pour une personne non avertie, c'est en fait se laisser enfermer dans une bulle de filtre. C'est moi, si je prends en compte que ça c'est bon, mais en fait ça va accentuer mes biais, et si je ne cherche pas du coup à m'ouvrir à d'autres choses, mais en fait je vais rester dans mes biais. On va aussi avoir la fracture de perception. Ça, c'est vraiment quand l'information ne va pas être regroupée avec d'autres sources. Si vous prenez en compte, si vous partez du principe que l'IA, elle a raison, que j'ai une seule source, l'IA l'a dit, c'est bon. Mais en fait, si ça se trouve, c'est pas bon. C'est comme un peu les news, en fait, les actualités. Il y a certaines personnes, elles ne les croisent pas, en fait. Je vais voir une actualité à un endroit, je vais partir du principe que c'est vrai. Et je ne vais pas me poser la question sur le fait de croiser, de vérifier si c'est juste. Et en fait, l'IA, on peut arriver sur ces choses-là. Ça va aussi créer un isolement intellectuel. Donc en fait, on va être coupé de la réalité. Ce que me dit l'IA, c'est bon, donc c'est ce que je dois croire et c'est ce que je dois penser. Et du coup, ça va renforcer la discrimination et les stéréotypes en assimilant et en véhiculant les informations et ces images. Là, par exemple, sur l'illustration que vous avez, c'est un test qu'a fait Jeremy Andrew Davis, où il a demandé à une IA, donc il a fait 100 itérations, il a eu 100 photos, où il a demandé de sortir une photo réaliste d'une personne autiste. Et en fait, elle lui a sorti que des personnes comme ça. C'est-à-dire, c'est un homme brun qui a la trentaine, qui porte des lunettes, qui est blanc et qui a l'air triste. Mais en fait, une personne autiste, il y a 4000 représentations d'une personne autiste, c'est pas juste ça. Mais en fait, si on se base sur ces représentations, ok, la personne elle dit ok, c'est ça, et du coup je vais utiliser ces visuels pour communiquer sur l'autisme. Mais en fait, c'est pas bon. On est en train de renforcer un biais, voire de créer un biais chez les personnes qui vont te lire. Donc vraiment, percevoir la réalité par rapport à ce que l'IA nous délivre comme information, c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, les informations elles peuvent être biaisées, voire même fausses. On va avoir un impact sur les emplois. Donc on va avoir 30 à 40% des métiers comportant des tâches répétitives ou qui demandent peu de compétences numériques vont être détruits à l'horizon 2030. Tandis que par symétrie, les emplois fortement digitalisés y seraient en nette progression. La capacité à maîtriser les technologies liées à l'IA sera l'un des principaux déterminants des écarts de position et de richesse dans le monde de demain, et pas seulement pour les emplois non qualifiés. Donc là, effectivement, j'ai envie de dire, j'ai un peu miné le moral en montrant des chiffres qui ne sont pas rassurants. Je vais quand même essayer de proposer des solutions assez concrètes. Donc, comment agir ? Tout d'abord, c'est former les employés et les citoyens. Donc, ouvrir des formations gratuites et accessibles à tous pour que chacun et chacune ait une base de connaissances. C'est vraiment, les formations gratuites, c'est vraiment pour sortir de la peur et de l'ignorance. Même si à terme, la personne, elle n'utilise pas forcément l'IA dans son métier, en fait, c'est bien de connaître, un peu de démystifier ce que c'est l'IA. Ensuite, on va avoir, en tant qu'entreprise, en fait, vous pouvez créer des groupes de sensibilisation et de pratique ouverts aux personnes extérieures. Donc, moi, par exemple, dans mon entreprise, on a des formations sur l'IA. Qu'est-ce que ça coûterait vraiment à une entreprise d'ouvrir un siège ou deux pour des personnes extérieures pour se former ? Surtout qu'on a des formations, c'est en distanciel, donc en fait, rajouter une personne dans Teams ou deux, ça ne va pas coûter grand-chose. Et en fait, on peut apporter beaucoup de richesse à des personnes qui n'ont pas les moyens de se former ou d'avoir accès à ce niveau de formation. Ensuite, ça peut être bien forcément de communiquer sur ce que c'est, la définition, le périmètre, les enjeux de l'IA et ses biais. Et ça peut être bien que cette communication elle soit faite par des figures d'autorité qui soient légitimes et reconnues. C'est pas la petite ESN du coin qui va dire l'IA c'est ça, et en fait faut prendre sa parole comme véridique. Effectivement, ça va être plus les organismes, peut-être les gouvernements qui vont dire définir et travailler sur ce que c'est l'IA et
se caler sur ça. Ça rejoint un peu ce que je disais sur ne pas croiser les informations. Effectivement, un site vous explique que c'est l'IA, mais en fait, c'est peut-être pas ça. Il vaut mieux croiser les informations. Et après, la gratuité. Ce serait vraiment bien que tout, là c'est dans un monde idéal, qu'il y ait une version gratuite de tous les outils. Que en fait, tout le monde puisse s'entraîner, se familiariser. Et ça permet de ne pas se sentir dépassé, parce qu'effectivement, il y en a, ils vont se dire waouh, en fait, j'ai raté un wagon. Il y en a, j'ai raté le train de l'IA, j'ai raté le train du numérique, c'est bon, c'est plus pour moi. Donc vraiment, essayer que les gens aillent sur des petites formations gratuites pour justement démystifier. Et c'est aussi ces formations gratuites, c'est vraiment pour garantir une certaine égalité, parce qu'en fait, pareil, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une formation sur l'IA. Si en plus, je ne sais pas sur quel outil il faut que je me forme, c'est quoi mon besoin, en quoi l'IA peut apporter de la valeur sur mon métier, c'est facile de se retrouver dans une formation de l'IA où 5% sur la moitié des gens qui ont été formés, 5% disent mais en fait je ne vois pas à quoi ça va me servir dans mon quotidien. Hop. En conclusion, pour moi il est crucial de mettre en place des stratégies et des initiatives pour ne pas faire les mêmes erreurs aujourd'hui avec l'IA que celles faites pour le numérique. Il faut garantir un accès équitable à l'IA et former chaque individu à combler les écarts de compétences et de connaissances. Ne créons pas une nouvelle fracture, faisons en sorte de n'exclure personne. Ne soyons pas élitistes, soyons inclusifs. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez la docu-série de Samuel Durand. Donc je crois qu'il y en a 4 sur justement l'IA au travail. Ils sont allés interroger plein de personnes dans le monde entier sur l'IA. Et donc ça, on est sur le travail. Celui-là, c'est Les Sacrifiés de l'IA. C'est un documentaire de France TV. Celui-là, il est un peu dur parce qu'on parle justement des personnes en fait, qui sont derrière, qui travaillent et qui sont obligées de faire des choses, qui sont exploitées, qui sont obligées de faire des choses horribles pour arriver à alimenter l'IA. Voilà. Il y en a pour le contenu en fait que l'IA pour l'alimenter, il faut que quelqu'un le catégorise, le voit pour lui indiquer. Et on parle vraiment de tout type de contenu. Donc, je vous laisserai regarder le reportage. Je n'ai pas envie de le dire à la caméra ce qu'il y a sur le reportage. Merci pour votre attention. T'as raté le truc dont je voulais te parler à midi et je te dis tu auras la surprise ce soir. Je m'en suis je sais même pas ce que je regarde. Est-ce que tu veux qu'on prenne le temps quand même de faire 5 minutes de questions? Oui, il n'y a pas de souci. Et puis on continuera de poser les suivantes. Ouais. Pour des pizzas, ok? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le moral va bien? Savoir si le problème de perception dont tu as parlé sur l'IA, en fait, c'est pas exactement la même chose qu'on peut avoir sur l'utilisation des réseaux sociaux, où les algorithmes qui sont utilisés, en fait, réduisent le champ de vision des utilisateurs en leur mettant des œillères et en leur faisant voir tout ce qu'ils ont envie de voir. Ouais, c'est les bulles de filtre, c'est ce qu'on a sur les réseaux sociaux, effectivement. Quand moi je le vois sur LinkedIn, en fait, c'est que les personnes que je suis, le contenu que je like, en fait, ils m'en redonnent. Et moi, dans ma bulle, j'ai l'impression que mes sujets, en fait, ils commencent à toucher des gens, c'est pertinent. Mais en fait, si je sors de ma bulle, en fait, je vois que les gens, ils sont pas du tout touchés par ces sujets, que ça leur passe au-dessus. Donc, c'est la même chose que les réseaux sociaux, ça crée des bulles de filtre. J'ai essayé l'IA pour coder et tout. Je n'ai pas du tout aimé, j'ai débranché le truc, ça. Non. J'avais un vieux ronchon. Est-ce que pour l'IA, il n'y a pas un peu comme pour tous les trucs connectés? À un moment donné, il y a eu un boom où on a tout connecté, tout et n'importe quoi. Il y a eu des frigos connectés, puis après ils se sont rendus compte, non, mais en fait, c'est pas une bonne idée. On va arrêter, machin. Il y a 2-3 trucs qui ont survécu parce que c'est pratique, mais la majeure partie qu'on avait créé, et un frigo connecté, il n'y a personne qui a ça, quoi. Tu veux pas savoir les aliments que tu as dedans? Non. C'est tous les jours, et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça avec l'IA? C'est que pour le moment, il y a une profusion, mais
rapidement, ça va se tasser en disant ouais, mais en fait, ça sert à rien. Ah. Avec un stylo connecté, ça sert à rien. Non, mais c'est une vraie question parce que je me mets du côté ronchon qui va pas, qui accepte pas le changement ou en fait. C'est. Je pense que tu vas avoir de l'effervescence. T'as de l'effervescence, mais ça fait un moment qu'on est dessus. Donc là, je pense qu'on commence peut-être un petit peu à redescendre et un peu plus à se questionner sur l'utilisation vraiment pérenne. Je ne suis pas devin, j'ai envie de dire. Je ne peux pas te dire. Mais moi, dans mon quotidien, et je l'ai utilisé cet après-midi, j'ai fait des tests utilisateurs et en fait, j'ai utilisé quelque chose pour me synthétiser les tests. Je suis obligée de la relire parce que, effectivement, des trucs, elle ne va pas comprendre. Mais en fait, ça m'aide vachement dans mon travail et ça m'aide surtout des trucs où j'apporte pas de valeur, où je ne suis pas à l'aise. Oui, c'est un outil, oui, enfin, complètement. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup, effectivement, pour du texte, en fait, pour me challenger, quand j'ai un problème de page blanche, pour structurer mes idées. En fait, j'ai toutes mes idées, mais il faut les mettre en forme, et du coup, il faut rédiger. Et pour moi, c'est pas là où j'apporte de la valeur, et c'est pas là où je suis à l'aise. Donc, en fait, je vais lui demander. Elle s'en sort. Par contre, j'ai essayé de coder avec une IA, on s'est embrouillé. On a l'impression, en fait, ça donne l'impression qu'il y a un junior qui prend le clavier, qui va écrire tout plein de trucs, et puis après on est là, on fait, mais non, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Mais moi, j'ai essayé de coder avec ChatGPT pour lui demander de m'aider sur certains trucs en entier. Il n'y arrivait pas du tout. En fait, il oubliait des morceaux de code au fur et à mesure. Les morceaux de code qu'il m'avait lui-même donné, il les oubliait. Donc, autant dire que je ne sais pas ce que je dois copier-coller. J'ai changé de méthode et en fait, je lui ai demandé des briques. En fait, je décompose ma demande en petites demandes. Et ça, en fait, il me sortait des trucs qui marchaient. Mais j'ai un briquet, hein. C'était sur la version gratuite ou payante? Gratuite. Gratuite, ouais. Sur la payante. Elle est bien. Ouais, j'ai fait ça chez moi, en fait. Parce que nous, on a fait, enfin, moi j'ai testé sur la copilote payante, c'est la boîte qui a pris le truc. Ça dépend de l'IA, il y en a des plus ou moins adaptés aussi. Ouais, mais du coup, comment tu sais, comment tu trouves, moi je veux faire ça, du coup la meilleure c'est celle-là, quoi. Et c'est quoi le prix? GPT, mais on l'a branché sur notre source de code. En fait, 80% du code que je ponds, que ce soit avec du Ansible ou avec Terraform, il a déjà été écrit par quelqu'un. Donc quand je ne veux pas me torturer, comment est-ce que je transforme une map en liste et je récupère le dernier élément de la liste, etc. Je dis à nous avec Clara GPT, je dis j'ai 100 d'entrée, je veux 100 sorties sans mal code. Je l'ai fait cet après-midi, j'ai gagné 2 heures. Ouais. Mais ça reste un outil, il faut toujours Ouais. Voilà, ça reste un outil, je teste quand même. C'est qu'il faut le faire sur des portions, vraiment sur des petits trucs. Et en général, quand il est cadré en entrée et en sortie, là il est efficace. Mais il a aussi son apprentissage, par Bien exemple, sûr. GPT avec sa fonction memory, depuis le temps que je l'utilise, il sait ce que je veux. Il y a des choses, j'ai même plus besoin de lui expliquer. Il me sort dans le temps que je veux, etc. Mais ça reste un entraînement. Ça dépend de la grandeur des projets, ça dépend sur quoi vous travaillez. En gros, vous travaillez sur quelque chose qui est déjà fait, ça va être super. Travailler sur de la cryptographie, bon courage. Bon courage. Chacun sa spécialité. Mais c'est surtout que quand à partir du moment où on veut être innovant, on ne peut pas utiliser l'IA. C'est ça le truc. Oui, puisque de toute façon l'IA va être nourrie par des trucs qui sont... Déjà fait. Voilà, donc... Il faut l'utiliser pour améliorer des choses qu'on sait déjà. C'est-à-dire la rapidité de, effectivement, j'ai un code que tout le monde a déjà fait, je vais le réutiliser pour ça. Mais par contre, pour tout ce qui est innovation, ça ne marchera pas. Et tous les gros projets, par contre, s'il y a énormément de grosses bases de code, il va y avoir des gros problèmes de contexte. Il va avoir du mal à connaître le contexte de l'application, du logiciel, et il sortira toujours quelque chose qui est approximatif. Et c'est valable pour les domaines de niche aussi. En comptabilité, en fiscalité, on peut lui faire sortir tout ce qu'on veut et l'inverse aussi. Pour l'avoir testé récemment, c'est pas fiable. Voilà. Après... Là où il y a aussi un sujet, c'est l'IA et l'automatisation. Par exemple avec Make, pour ceux qui utilisent le logiciel, on peut lui faire sortir un travail colossal et on peut ou virer l'assistant qui était censé le faire,
sur des tâches qui étaient un petit peu plus intelligentes. C'est ce que je faisais avant. Et voilà, quand on se retrouve avec 80% du travail qui était bête, qui avait déjà été fait, puis on a du coup le reste, on peut faire du conseil, on peut faire du suivi, on peut mettre de la qualité là où avant en fait on pouvait pas parce qu'il fallait aller plus vite. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment arriver à trouver comment l'IA, en fait, elle peut nous augmenter dans notre métier. Enfin, elle va pas, donc, je pense qu'elle va remplacer certaines choses, mais l'idée, c'est de trouver comment elle nous augmente. Et effectivement, à l'heure actuelle, tu as plein d'outils, tu ne sais pas lequel est le mieux à utiliser. Moi, effectivement, en fait, j'expérimente et je vois en fait ce qui fonctionne par rapport à mon métier. Et concrètement, je vois où ça m'apporte en fait de la valeur. Mais en fait, je teste en fait. Est-ce qu'on ne va pas aller vers une aseptisation du contenu des choses Si, sûr, certain. Le problème, c'est que l'IA va commencer à s'entraîner sur des trucs qu'elle a Fais une recherche Google. Maintenant, Tout le monde va avoir 6 doigts, c'est bon quoi. c'est ça, vraiment. Fais une recherche Google, il faut mettre réellement moins IA, ou je crois que c'est moins 2023, et ce qui fait qu'il s'arrête à 2023, en donné. Parce que sinon, le contenu d'après, il y a tellement de choses qui ont été générées par IA, en général, ça sert à rien. Du coup, les données dans Mais voilà. l'IA va les récupérer, c'est des données qui ont déjà été générées par l'IA, et en fait, on va reproduire. Et là, c'est une... Ouais, ça pose la question, enfin, c'est ce que tu disais, en fait, comment être innovant, comment être créatif, en fait, puisque l'IA se nourrit de ce qu'elle a trouvé, et à un moment, elle va se nourrir de ce qu'elle a elle-même produit, donc en fait, elle se mord la queue, quoi, c'est pas possible. Hein. Après, on aura peut-être d'autres personnes qui vont devoir classifier si c'était du contenu IA ou pas. On parlait de travail Il y a déjà des bugs chiant. dans les CFP de certaines conférences. On faisait manger des pans entiers justement de pitch pour vérifier que ça n'a pas été généré par là. Parce qu'en fait, Généré ou plagié? alors, quand tu as 4 soumissions étrangement très 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 ressemblantes, et il est très doué pour faire d'excellents pitchs ChatGPT. Mais tu as toujours la même forme. Présentation du sujet, voilà les 3 points qu'on va aborder et voilà ce que vous allez en retirer. Moi, je l'ai utilisé pour une conférence, mon sujet était trop technique, il ne comprenait pas de quoi je parlais, quoi, donc j'ai laissé tomber. On continue autour d'une pizza? Ça vous va? Merci. Ouais, j'ai un petit peu froid.